Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous préférez lorsque je fais des vidéos dans ce format-ci ou si vous préférez que je les fasse à la verticale comme j'ai eu l'habitude de le faire pour les 5 derniers mois. Personnellement, c'est plus facile pour moi de faire des vidéos à la verticale et ça me permet de faire des vidéos de façon beaucoup plus récurrente. Mais je me dis en même temps que YouTube n'est pas vraiment adapté pour ce format-là, à part pour ceux qui regardent mes vidéos sur leur téléphone. Et ce n'est pas parce que j'oublie de vous demander de liker mes vidéos à chaque fois que je n'aime pas les likes. Liker les vidéos permet à YouTube de les proposer à un plus grand nombre. Et personnellement, quand moi je regarde des vidéos que j'aime sur YouTube, j'ai l'habitude de les liker, c'est-à-dire mes créateurs préférés n'ont même pas besoin de me demander de le faire. Déjà, je vais aborder environ 3 ou 4 petits sujets dans cette vidéo, dont je ne sais pas si elle atteindra les 10 minutes ou si elle fera juste 5 minutes. En ce qui concerne le premier, c'est qu'en discutant avec des personnes la semaine passée, il y a eu 2 personnes durant la même semaine qui ont eu des refus de visa de IRCC après avoir reçu l'email de la visite médicale. Et il y a l'un d'entre eux qui m'a dit qu'il a reçu son refus de visa, je pense la semaine dernière ou la semaine surpassée, et il avait reçu la note de la visite médicale un mois auparavant. Donc il a reçu la note de la visite médicale, il a fait sa visite médicale sur son compte, ça montrait que sa visite médicale a été approuvée. Et puis un mois plus tard, donc durant le mois d'octobre, il a reçu son refus de visa, il était surpris. Et un autre m'a fait comprendre que lui, il a reçu le message de la visite médicale et puis le même jour, donc quelques heures juste plus tard, il a reçu un refus. Donc je ne sais pas s'il s'agit d'un bug de système de IRCC ou si c'est quelque chose de nouveau, mais c'est juste pour dire que il faut vous préparer à cette éventualité-là quand même. En discutant toujours avec vous, j'aimerais éclaircir quelques petits points. Vous avez l'habitude de me demander ce qui se passe par rapport à l'exemption des frais de scolarité du Québec. Et à chaque fois que vous me posez la question, je vous réponds toujours qu'on n'a pas plus d'informations par rapport à ça et je vous envoie toujours ce que le gouvernement du Québec dit par rapport à ça. Parce que sur le site du gouvernement du Québec, ils n'ont pas fait de mise à jour par rapport à cette information-là depuis le mois de mai de cette année. Et je sais que vous voyez beaucoup de vidéos de personnes qui vous disent que telle école sera incluse, telle école ne sera pas incluse. Je sais que c'est un sujet qui fait beaucoup de vues, donc c'est normal que ces personnes-là fassent des vidéos sur ça, mais en réalité, on n'a pas plus d'informations. Et il y a l'un de vous qui m'a envoyé une capture d'écran parce que la personne a écrit à son école, il s'agissait d'un cégep, demander si pour son programme, il allait avoir des frais d'exemption de scolarité. Et le cégep lui a dit ceci, qu'en ce qui concerne les exemptions de scolarité, qu'ils allaient gérer ça entre le mois de février et le mois de mars. Et ils lui ont fait comprendre que tous les étudiants ne pourront pas être éligibles à l'exemption. Donc, il n'y a qu'une partie des étudiants dont les frais de scolarité seront exemptés. C'est tout ce qu'ils ont dit dans l'email, donc il n'y a pas plus d'informations. Donc, probablement que pour cette école-là, on attend voir le mois de février et mars. Et puis, je me dis que si cette école-là parle du mois de février et mars, ça veut dire que c'est potentiellement le cas pour toutes les écoles. Donc, attendez pour avoir plus d'informations parce que personne à l'heure actuelle n'a d'informations spécifiques par rapport à ça. Toutes les vidéos que vous voyez, ce sont juste des vidéos de personnes qui spéculent. La preuve est que si vous demandez à ces gens-là de vous envoyer un lien qui spécifie d'où ils tiennent cette information, ils ne pourront pas vous envoyer un lien spécifique. Et c'est également la raison pour laquelle je n'ai jamais fait de vidéo par rapport à ça, parce que ça ne m'intéresse pas de juste spéculer et sans fondement. Parce que parfois on spécule, mais il faut qu'il y ait quand même un fondement à cette spéculation-là. Bon, et quelques autres mensonges que j'ai eu à éclaircir durant la semaine qui s'est écoulée. L'une de vous est venue me dire qu'elle est partie dans une agence de voyage et soi-disant elle voulait faire une filière de santé et ils lui ont fait comprendre que le Canada refuse beaucoup de visas pour les filières de la santé. Je ne sais pas si on a déjà dit ça à plusieurs d'entre vous, mais je vous dirais que c'est faux parce que le Canada ne publie pas de statistiques par rapport à ça. Certes, chaque trimestre environ, ils publient des statistiques sur le nombre de visas d'étudiants qu'ils ont délivrés, le nombre de résidences permanentes et puis le nombre de dossiers qu'ils ont à étudier. Parce que par exemple, en ce qui concerne le nombre de dossiers qu'ils ont à étudier et qui sont dans le système, ils ont plus de 2 millions actuellement. Donc ça, ils publient ces données, mais ils ne publient pas des données spécifiques sur les refus qu'ils donnent et pour des programmes particuliers. Parfois, ça arrive qu'ils donnent, par exemple, les pourcentages de refus qu'il y a eu pour certains pays, mais même ça, c'est encore rare. Donc, des gens qui vous disent que pour tel programme, il y a beaucoup de refus,
à tel ou tel endroit, vous feriez mieux de leur demander d'où est-ce qu'ils tiennent des informations parce qu'il est très fortement probable qu'il ne vous raconte que des bêtises. La preuve même qu'il vous raconte des bêtises, c'est que toujours durant la semaine passée, un autre est venu me dire qu'il est parti dans l'une de ces agences-là et qu'il a déjà une licence dans son pays et que eux, ils lui ont conseillé de plutôt venir faire une formation de DEP au Canada, donc diplôme d'études professionnelles. Dans ma précédente vidéo où je vous expliquais comment le système scolaire fonctionne au Québec, on a vu que pour pouvoir faire le DEP au Canada, vous n'avez même pas besoin de finir vos études secondaires. Donc, eux, ils lui conseillent de venir plutôt faire ça au lieu de faire une maîtrise parce qu'ils prétendent que si jamais il part en maîtrise, il y a de fortes chances qu'on lui refuse le visa. Rien que quand vous entendez ça, que toi tu as une licence, tu as déjà un âge avancé et tu viens de l'Afrique pour venir faire un DEP au Canada, est-ce que vous-même vous ne pensez pas que les chances de refus pour les DEP sont plus élevées que les chances de refus que vous allez recevoir pour une maîtrise? Parce que c'est assez logique de dire que j'ai eu ma licence dans mon pays et peut-être je vais aller faire une maîtrise au Canada parce qu'au Canada, je pourrais acquérir des connaissances que je ne peux pas acquérir dans mon pays en Afrique, étant donné que peut-être la technologie est plus avancée au Canada ou peut-être la pédagogie est meilleure que celle de mon pays. Et on garde en considération que beaucoup d'entre vous reçoivent le motif de refus, qu'on n'est pas certain qu'ils vont retourner dans leur pays après leurs études. Donc, quand tu viens faire un DEP, qu'est-ce que ça laisse transparaître? Vous-même, je vous demande de réfléchir par rapport à ça. Et même quand vous partez dans ces agences-là, c'est que quelqu'un qui se préoccupe réellement de ton avenir va te demander qu'est-ce que toi tu veux faire. Ils ne vont pas juste essayer de t'imposer quelque chose. Et vous allez généralement voir que ces gens-là de fausses agences ou des gens malhonnêtes en général, parce que il y en a qui m'ont déjà également parlé de mes aventures qu'ils ont eues avec des avocats en immigration ou des consultants en immigration qui n'ont pas pris leur dossier très sérieusement. Donc même là, parfois, il y a des mésaventures. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui prend réellement votre bien-être en considération va toujours vous demander qu'est-ce que toi tu veux. Cette personne ne va pas essayer de vous imposer quelque chose. En plus de ça, des gens qui veulent parfois vous imposer de venir faire des DEP, des DEC au Canada, c'est parce qu'ils ne connaissent que les conditions d'admission pour ces écoles-là spécifiquement. Et ils n'ont pas envie, par exemple, de partir faire des recherches pour l'université que vous leur demandez. Donc, ils se contentent juste de faire des admissions dans certaines écoles. Et quand vous partez les voir, ils vont toujours essayer de vous mentir en vous faisant comprendre que ça, c'est l'école où il faut partir. Alors que dépendamment des besoins de tout un chacun, l'école n'est pas la même. Toujours, eux, ils ont prétendu que les étrangers ne peuvent pas étudier le droit au Canada. Déjà, quand vous voulez étudier le droit au Canada, il faut savoir si vous voulez faire le droit civil qui est pratiqué au Québec ou le common law. Je pense que common law en français, c'est le droit commun. Donc, il faut savoir si vous voulez le faire. Dans tout le Canada, à l'exception du Québec, on pratique le common law et comme je l'ai dit précédemment, le droit civil n'est que pratiqué au Québec. Les écoles qui ont la formation en droit civil sont principalement basées au Québec. On a par exemple l'Université Laval, l'Université de Montréal, l'Université de Québec à Montréal et l'Université de Sherbrooke. Je pense qu'il n'y a que ces quatre écoles-là au Québec. Et puis, il y a également l'Université d'Ottawa qui peut vous offrir la formation en droit civil. L'Université d'Ottawa, eux, ils ont à la fois le droit civil et ils ont le common law. Et les conditions d'admission en droit au Canada sont assez strictes. C'est pas par exemple comme dans certains pays, comme je sais qu'au Cameroun, c'est facile de s'inscrire en droit, n'importe qui peut s'inscrire. Par exemple, à l'Université d'Ottawa, pour le droit civil, vous devez avoir l'équivalent de 80% de moyenne. Et ce n'est pas 80% de moyenne obtenue au bac, c'est obtenu durant votre première année universitaire ou durant votre diplôme d'études collégiales. Et pour le Québec, ils ont un système qu'on appelle le système de code R. Vous pouvez taper sur Google pour voir à quoi consiste la code R. Donc R comme la consonne R en français quand vous récitez l'alphabet. Et pour le common law, pour être admis en common law, généralement, il faut avoir un bachelor degree dans un autre domaine. Bon, dont le bachelor est équivalent au baccalauréat au Canada ou équivalent à la licence probablement dans votre pays. Donc, il faut avoir ça pour pouvoir s'inscrire en common law. Et même là encore, les conditions d'admission sont strictes. Mais pour revenir à nos moutons, c'est que on peut faire le droit au Canada même si on n'est pas résident permanent ou citoyen canadien. Parce que je connais par exemple quelqu'un qui a été admis récemment à l'Université d'Ottawa en droit, alors que cette personne-là n'est ni résident permanent ou ni citoyen canadien, donc en tant qu'étudiant étranger. Donc, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez été utile. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre en commentaire. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.